Bonjour. Après avoir présenté l'Odyssée 2013 du site leprof.fr dans mon discours du lancement du 12 septembre 2012, je suis très heureux de vous annoncer le lancement du deuxième étage de la fusée, la présentation d'un prototype structuré et dynamique pour le soutien scolaire à distance par Skype. En premier lieu, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Grâce aux 300 familles qui m'ont fait confiance et au franchissement des 25 000 visiteurs sur le site, j'ai été encouragé à poursuivre dans cette voie. Je vous invite à vous installer confortablement. La vidéo de présentation de cette nouvelle phase de leprof.fr va durer facilement entre 15 et 20 minutes. Après une longue réflexion, l'observation des produits existants et la nécessité de reproduire les différentes composantes de l'enseignement classique, j'ai donc bâti un format de diaporama interactif répondant à 3 modes de fonctionnement. Le mode cours, le mode entraînement et le mode validation des connaissances, que je décrirai plus loin dans cette présentation. La réunion de ces 3 modes constitue l'édifice du cœur du projet, le triptyque pédagogique. L'idée est de promouvoir et privilégier une approche méthodique et rigoureuse à la résolution des problèmes par l'utilisation des outils que sont tous les théorèmes, propriétés, conséquences, corollaires, etc. En créant un accès quasi instantané par un clic de souris à l'élément de cours rattaché au problème en cours. Grâce au format de validation des connaissances, tout élève pourra être évalué et avoir une idée plus précise de son niveau de connaissance et de maîtrise du cours. Dans chaque mode, il sera possible de masquer une partie ou la totalité des réponses ou des solutions, et surtout de personnaliser le choix des questions, cours et sujets, exercices, en fonction des lacunes et des besoins de l'élève. À l'aide d'un tableau comparatif des situations en classe et en soutien scolaire individuel, je ferai l'inventaire, premièrement, des moins, c'est-à-dire toutes les choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos et diaporamas. Deuxièmement, des plus, c'est-à-dire tous les avantages d'une séance de soutien scolaire par AB Skype. Ensuite, je détaillerai les différents modes de fonctionnement avant d'illustrer ce projet en vous présentant en prototype l'application du projet pour un thème concernant directement les élèves de Terminal S, depuis la nouvelle réforme 2012-2013, et les étudiants en médecine, à savoir les probabilités à densité. Dans cette présentation, une description du périmètre d'intervention possible et les 3 modes de fonctionnement du soutien scolaire par Skype seront expliqués, en mettant en avant, entre autres, les avantages de l'interconnexion des diapositives entre elles, ainsi que la navigation optimisée entre les diapositives de cours, d'exercices, parmi lesquels des QCM, et des fiches de synthèse. Afin de vous permettre de vous faire une première idée, j'ai inséré dans la dernière partie de cette présentation un échantillon d'extrait de triptyque AB Skype pour un public large allant de collège à Bac+2 et des sujets variés de maths, physique, informatique, finance. Je vous dis à très bientôt sur Skype. En introduction, j'ai voulu vous dire que l'idée à la base du projet a été de reproduire toutes les composantes de l'enseignement classique dans une relation professeur-élève qui soit plus directe, plus efficace, plus souple, plus confortable. Ma priorité dans le déploiement de ce projet sera donc de privilégier la méthode, la pédagogie, la description des étapes de la résolution, le cours stricto sensu étant approché comme une somme d'outils, comme une somme de dominos à 2 parties, une partie question, une partie réponse, le tout constituant la partie validation des connaissances à maîtriser et utiliser avant la phase purement opératoire de la résolution. Pour réaliser cette idée, je résume les différentes situations dans un tableau comparant l'enseignement traditionnel dans une classe et une séance de travail avec un élève par Skype. Je décris ensuite les 3 modes de fonctionnement AB Skype. Donc pour aller à l'essentiel, il y a identifié ici 3 actions classiques pour un enseignant dans une classe. Exposer le cours général étayé d'exemples, valider les connaissances en organisant des DST, des contrôles, des examens, et organiser des séquences d'exercices et corriger. Par rapport à ces 3 actions classiques, j'ai développé en fait 3 modes qui correspondent, qui sont le mode AB Skype cours plus exemple, le mode AB Skype validation des connaissances, le mode AB Skype entraînement. Je vous expose ici en fait les moins que vous ne trouverez pas dans un soutien scolaire AB Skype. Ce que j'éviterai et qui n'apparaîtra pas, c'est utiliser du texte manuscrit, parler en tournant le dos à mon interlocuteur, couvrir la partie de tableau que je suis en train d'expliquer, ne pas parler en face du micro, apparaître physiquement pendant la séance et me disperser dans du hors-programme. Les plus que vous trouverez dans une séance de soutien scolaire AB Skype, c'est l'implication de l'élève
Dans une séance Skype, en fait, il sait que je ne le vois pas, et il sait aussi que je ne vois pas comment il perd pied. Ça l'oblige donc à beaucoup plus d'efforts pour formaliser les étapes de résolution qu'il met en place, qualifier son travail, segmenter les étapes de résolution. Tout cela crée les conditions psychologiques et pédagogiques pour inciter l'élève à être convaincant, prendre plus confiance en lui et être plus rigoureux oralement. Parmi les autres plus que je vois dans l'émancipation des séances de soutien scolaire avec Skype, c'est une durée de séance qui peut être modulable à 1 heure, un tarif plus bas du fait de l'absence de forfait de déplacement, et applicable à un duo. On peut très bien avoir 2 élèves réunis dans la même pièce pour assister à une séance Skype. Aucune limite géographique, un temps gagné sur la recherche des sources, puisque en fait le principe c'est un lien direct entre la question posée et la solution par un clic de souris. Le confort et la création totalement instantanée et interactive de QCM. Je vais donc présenter maintenant les 3 modes essentiels de ce projet. Le mode validation des connaissances plus mise en application, le mode cours plus exemple, le mode entraînement, préparation, concours, contrôle. Pour chacun de ces modes, en fait, j'ai fixé un public auquel il est plus préférablement destiné, un objectif. Le public pour le mode validation des connaissances, c'est tout public de collège à Bac+2, de niveau moyen, étant en situation instable et non sécurisée face aux exercices par manque de maîtrise du cours. L'objectif, c'est de mieux maîtriser le cours et savoir le mettre en application lors des exercices à résoudre. Voyons le mode cours plus exemple. Le public, c'est tout public de collège à Bac+2, actif de niveau faible ou déconnecté de la scolarité, qui peut être éventuellement quelqu'un de déscolarisé ou suivant les cours par le CNED, ou en scolarité normale mais ayant décroché dans la compréhension du cours, dans l'assimilation des fondamentaux. L'objectif, c'est de comprendre le cours et d'atteindre le niveau de connaissances requises pour les mettre en application lors des exercices à résoudre. Enfin, le mode entraînement, plus préparation au concours ou au contrôle. Là, comme public, je viserai tout public, tout niveau scolaire ayant déjà bien intégré le cours et pouvant donc être dispensé de la partie validation des connaissances. L'objectif, c'est d'acquérir des bons réflexes, savoir connecter un énoncé aux propriétés et théorèmes qui sont concernés. Donc je passe sur le fonctionnement, puisqu'on le verra dans des cas pratiques, et je vous présente le triptyque pédagogique de AB Skype. En fait, les 3 modes que je viens d'inventorier, ces 3 modes de fonctionnement abordés, présents dans tous les diaporamas vidéo AB Skype à venir, sont fusionnés et interactifs. Ils constituent le socle du triptyque pédagogique de AB Skype. On a vu qu'il y avait le mode entraînement, le mode validation des connaissances, le mode cours. Pour vous réconcilier ou vous donner goût aux matières scientifiques, je n'ai pas pu résister à la tentation de terminer ma présentation de ce triptyque pédagogique par un hommage au si magique et si époustouflant triptyque pictural de Jérôme Bosch, peintre néerlandais du XVe siècle vers 1450, et son tableau Le Jardin des délices. Tout d'abord, je voudrais vous présenter cette diapositive avec ici le point d'interrogation. Un nouveau cours avec de nouvelles propriétés abstraites, de nouvelles règles, de nouvelles choses à apprendre par cœur, toutes ces nouvelles interrogations qu'il va soulever, la difficulté de connecter un nouveau savoir à quelque chose que l'on connaît déjà, sans parler de l'effet d'accumulation de savoir à mémoriser. Bref, c'est souvent vécu et ressenti au premier abord comme l'enfer. C'est aussi l'aile droite du tableau de Bosch. Ensuite vient le mode entraînement. Quand les connaissances théoriques sont mieux comprises et de plus en plus assimilées, on peut passer à l'entraînement qui donne alors toutes les satisfactions du progrès. On voit les barrières se lever une à une, les blocages initiaux disparaître grâce à la mise en place de bons réflexes. On sait de mieux en mieux voir la clé du problème. On sait résoudre. Cette période ressemble plus au paradis. C'est l'aile gauche du tableau de Bosch. Puissiez-vous, après ça, ne plus jamais voir les sciences comme le terrain des supplices, mais plutôt comme le jardin des délices. Donc je vais présenter, pour appliquer le concept de triptyque pédagogique, un modèle récent,
J'ai choisi comme prototype de présentation un thème tout récemment entré par la nouvelle réforme de la saison 2012-2013 dans les programmes de Terminal S et qui intéresse aussi particulièrement les étudiants en première année de médecine. Il s'agit des lois de probabilité à densité, loi de probabilité continue. Donc, comme prototype de cette présentation, j'ai retenu le thème les lois de probabilité à densité, qui est rentré dans le programme de Terminal S à travers la nouvelle réforme 2012-2013, et qui existe depuis longtemps pour les étudiants de première année de médecine. Alors, dans un premier temps, on va présenter, disons, l'interface de l'écran de validation des connaissances. Donc ici, vous voyez en partie supérieure, j'ai un tableau de bord par lequel je peux décider d'afficher ou de masquer une partie de l'écran. Donc ici, la partie droite qui correspond à toutes les réponses peut être entièrement masquée, ainsi que de la zone d'évaluation. Et donc, je vais réafficher ces zones pour un petit peu commenter et décrire à quoi elles correspondent. En fait, ici, donc, nous avons des zones d'évaluation, c'est-à-dire pour chaque réponse apportée par l'élève, je vais pouvoir, à titre indicatif, lui donner un niveau, le niveau A correspondant à la meilleure réponse et le niveau E à la pire. Donc, voilà le niveau en fait qui correspond à chaque réponse donnée par l'élève. Ici, j'ai une possibilité de masquer chaque fenêtre individuellement, ou bien je masque tout et je réaffiche tout. Donc, parmi les autres boutons activables sur ce tableau de bord, j'ai la possibilité d'activer toutes les réponses, toutes les questions, pardon, et ou bien de les désactiver. Voilà. Donc, on va passer en revue maintenant sur une fenêtre en particulier. En fait, en horizontal, on a un couple questions et réponses. Donc, je vais prendre par exemple ici la première question. Quelle est la définition d'une densité de probabilité? En fait, voici la réponse. Ici, on va la mettre en fenêtre agrandissement et je passe en mode réduction. Je peux prendre une autre question, la question 3. Quelle est la définition d'une loi uniforme? Je vois donc que j'ai la possibilité toujours d'agrandir la fenêtre réponse ou de la réduire. Ici, la fenêtre réponse en mode réduction, je peux la lire quand même à travers un petit ascenseur. Donc, une variable aléatoire suit une loi uniforme dans l'intervalle AB lorsque la densité f est constante sur cet intervalle. On en déduit alors la fonction définie par f de x égale 1 sur b moins 1. Donc, toujours la possibilité d'inhiber la fenêtre réponse, d'inhiber la mise à niveau et l'évaluation de l'élève ou de la réactiver. Donc, voilà un peu le fonctionnement à travers une interface de validation des connaissances. On va passer à l'écran suivant. Donc on a des nouvelles séries de questions avec des couples questions-réponses. Je continue à naviguer sur les fenêtres de validation des connaissances. À nouveau, des définitions, des questions-réponses. On va arriver ici sur un niveau avec une question qui va nous intéresser, qu'on va regarder plus en détail. C'est la définition d'une loi normale générale. Une loi normale générale avec les paramètres mu et sigma. Donc ici, on va se rendre sur la diapositive de réponse avec une réponse développée sur le cours. Donc, dans cette interface, je peux toujours masquer ou afficher une réponse en fonction du mode où on fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, si on est en mode validation des connaissances, je peux effectivement masquer la fenêtre réponse et m'assurer de la bonne connaissance du sujet par l'élève. Donc en fait, on a vu qu'une loi normale générale, elle est liée à des paramètres mu et sigma, et en particulier lorsqu'on se trouve dans ce type d'exercice, on est amené à utiliser une variable intermédiaire. En fait, on fait un changement de variable, on utilise une variable aléatoire grand Z, égale x moins mu sur sigma, pour la raison simple qu'elle va suivre en fait une loi normale centrée réduite, n, de paramètres 0 et 1. À partir de là, on va pouvoir appliquer toutes les propriétés, notamment graphiques et les propriétés de probabilité, qui sont liées aux lois normales centrées réduites. Donc, pour une loi normale n de paramètres mu et sigma, on a deux caractéristiques principales qui sont l'espérance qui vaut mu et la variance qui vaut sigma 2.
Alors, on va continuer à paginer ici pour passer à l'autre diapositive. Dans le même genre d'interrogation, on a la question suivante, la question 16. Quelles sont les propriétés d'une loi normale générale? Donc, c'est la question qui nous intéresse. On va aller sur la diapositive correspondante. Dès que la fenêtre réponse est insuffisante, on prend une diapositive entière pour répondre à une question. Donc ici, soit je suis en mode validation de connaissances, je vais m'assurer que l'élève connaît la réponse à cette question. Soit je suis en mode cours plus exemple, donc je peux utiliser cette question pour moi-même développer et présenter un cours. Voilà. Donc, parmi les propriétés d'une loi normale générale, on va trouver ici différentes propriétés qui sont faciles à mettre en valeur, d'ailleurs avec une interface et surtout une interprétation graphique. Donc, on verra dans d'autres questions et même dans les exercices comment en fait utiliser la courbe de Laplace-Gauss pour établir des probabilités. Alors, par exemple, une des questions qui est essentielle et qui est vraiment au programme de Terminal S, qui fait partie des questions de cours à connaître, parmi les ROC, la restitution organisée des connaissances, quel est le théorème de Moivre-Laplace? Donc là, c'est vraiment une définition à connaître. Donc on a vu qu'on utilisait en fait une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale parfaitement définie par deux paramètres, n et p, n le nombre d'expériences, p la probabilité de succès. On peut associer à cette loi binomiale une variable aléatoire z qui, elle, va être définie toujours sous le critère x moins mu sur sigma, mu étant l'espérance de la variable aléatoire x. On peut l'écrire pour une loi binomiale, en fait, x moins np sur racine carrée de np fois 1 moins p. Dans ces conditions, on peut, d'après le théorème de Moivre-Laplace, estimer que la probabilité que x soit compris entre a et b, en faisant tendre petit n vers plus l'infini, c'est l'intégrale qui correspond à la loi de Laplace-Gauss. C'est l'intégrale de a à b, 1 sur racine de 2pi, e puissance moins x2 sur 2, dx. Alors, dans quel cas on peut faire l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, sous certaines conditions qui portent sur n, le nombre d'expériences, donc n supérieur ou égal à 30, et l'espérance qui doit être supérieure ou égale à 5. Voyons avec un exemple l'illustration en activant la question 20. Quel est le théorème de Moivre-Laplace en observant un exemple particulier qui va être intéressant puisque sur le même graphique, en fait, partant d'une loi binomiale qui s'appuie sur les paramètres n et p, 20 et 0,5, on va représenter sur le même graphique les deux comportements, c'est-à-dire d'une part la loi binomiale avec la construction en histogramme et recouverte par le trait rouge qui correspond en fait à la loi de Laplace, pardon, la loi de Moivre-Laplace. La loi normale, en fait, on a pu établir les paramètres mu et sigma indispensables pour construire cette courbe en partant des référents de la loi binomiale. C'est-à-dire que mu ici est égal à np, donc 20 fois 0,5, donc 10, et sigma, c'est racine carrée de la variance. Mais la variance sur une loi binomiale, c'est n fois p fois q, ou n fois p fois 1 moins p. Donc on retrouve ici sigma par le calcul, sigma égale racine de 5. À partir du moment où on a ces deux paramètres, on peut établir la courbe qui correspond à cette loi normale. Donc on voit qu'en utilisant la calculatrice ou bien des tables de valeurs, par la loi binomiale, on a une probabilité que x soit compris entre 9 et 11 qui est à peu près voisine de 0,496. On trouve 0,4977 en utilisant les fonctions standards sur les calculatrices Casio et Texas, normale, frep, qui permettent d'établir l'équivalent, en fait, mais en loi continue. Donc on peut paginer comme ça et parcourir différentes questions-réponses. On va voir maintenant en fait certains exercices, juste pour voir l'interface, comment ça fonctionne. Donc toujours dans la partie supérieure, une question par le symbole question et une solution par le symbole clé. Ici un énoncé d'exercice et en vis-à-vis, on voit qu'il y a ici deux blocs, 6 et 28, simplement puisque en fait on va parcourir avec l'élève l'énoncé.
Et si il y a une lacune ou quelque chose qui n'est pas absolument maîtrisé, comme notamment ici on a besoin de connaître la loi sans vieillissement de paramètres lambda, on peut se rendre à la partie de cours qui est directement connectée à cet exercice. Donc là je vais cliquer sur 6 pour en fait visiter la question 6, pourquoi dit-on que la loi exponentielle est une loi sans mémoire? Et donc on va aller s'appuyer sur la connaissance de cours. On voit à chaque fois qu'on a besoin de se référencer à la validation des connaissances. Ici, donc, un développement sur la loi exponentielle. Si l'élève m'a dit qu'il avait une réponse à me fournir, ben, je vais masquer la réponse pour qu'on voit ensemble l'état des lieux, on va dire. Et sinon, on va développer et rappeler en fait la définition d'une loi sans mémoire. Donc on sait d'ailleurs qu'en physique, la principale application de cette loi sans mémoire, de la loi exponentielle, c'est tout ce qui concerne les propriétés de la durée de vie d'un noyau radioactif. Voilà, donc on a le rappel de l'expression. C'est une relation en fait qui porte sur une probabilité conditionnelle, hein, qui dit qu'en fait que la probabilité que la variable x soit plus grande que t plus h, sachant que x est plus grand que t, c'est égal à p de x supérieur à h. Et on peut revenir directement à la source de l'exercice. On voit qu'éventuellement, on a besoin de se connecter à un autre point de cours, le point 28. Le point 28 dans lequel je vais ici désactiver toutes les questions. Je vais allumer uniquement la question qui nous intéresse, la question 28. Je vais sur le développement de la réponse pour le point 28. Comment se définit une loi de durée de vie sans vieillissement? On a ici un aperçu plus développé de cours avec un exemple, le rappel de la définition de la loi exponentielle qui dépend uniquement du paramètre lambda et une représentation graphique avec ici un intervalle AB et on voit, c'est bien mis en relief, que la probabilité que la variable aléatoire grand X soit comprise entre A et B se représente ici graphiquement uniquement par l'air qui se trouve sous la courbe. Alors, parmi les exercices qui nous intéressent, on peut aussi aller voir en paginant un autre exercice. Voilà, d'autres exercices avec des solutions. Et ici, on a un exercice qui porte sur les lois normales, justement. Les températures du mois de juillet autour du lac Léman suivent la loi normale d'Espérance 18,2 degrés, d'écart type 3,6 degrés. Donc on a une loi normale avec les deux paramètres essentiels, l'espérance et l'écart type. Là encore, on a possibilité de revenir sur la partie de cours. Avec le cours bien connu, évidemment, on a toute latitude pour répondre aux questions ABC sans difficulté. Il y a juste une opération à faire ici, c'est le changement de variable Z, puisqu'on a bien dit que dans ce genre de problème, il faut d'abord se ramener à une variable aléatoire par un changement de variable qui va nous permettre de travailler en loi normale sans très réduite de valeur 0,1. Donc ici, on prendra Z égale X moins mu sur sigma. Bon, là encore, si le cours n'est pas parfaitement maîtrisé, qu'il y a des hésitations sur la définition d'une loi normale de paramètres mu et sigma, on va pouvoir se connecter sur le point 16, examiner la question 16, renvoyer à la partie de cours qui concerne la question 16, réexaminer ces points-là, les passer en revue, les valider et revenir au problème. Voilà donc une présentation du fonctionnement en fait des différents modes, mode validation des connaissances, mode cours plus exemple, ou mode entraînement, c'est-à-dire ici on est dans l'interface qui va être privilégiée lors du mode entraînement puisqu'on va rencontrer uniquement des diapositives avec des couples questions-solutions. Alors, parmi les autres outils et accessoires d'accompagnement de la séance AB Skype, on trouvera d'une part des bulles d'information pour rappeler le fil conducteur de l'exercice, en pointant sur les données d'énoncé. Ici, qu'est-ce que sont les données qui vont nous permettre de résoudre l'exercice? C'est d'une part la moyenne et l'écart type. Ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que je cherche? Quel est l'inconnu dans cet exercice ou les inconnus? À travers les questions ABC, on voit que ce sont des températures qui doivent être établies.
Et enfin, la bonne question à se poser toujours dans le fil conducteur de la résolution de l'exercice, c'est quels sont les outils dont je dispose pour résoudre le problème. Donc ici, on a vu qu'on pouvait s'aider du point 16, qui va nous permettre d'aller chercher la partie de cours correspondant à une loi normale générale de paramètres mu et sigma. Donc, les outils dont je dispose, c'est la loi normale générale avec les paramètres mu et sigma. C'est donc un des outils d'accompagnement pour les séances AB Skype. On va revenir donc à l'exercice. Et aller vers un autre outil d'accompagnement qui seront des outils QCM. Donc ici, le QCM classique avec une question posée dans un exercice, plusieurs séries de réponses dont une ou plusieurs peuvent être bonnes. Par exemple, dans l'exercice 1, on s'apercevra que c'est uniquement les réponses B et C qui sont valables. Dans la question 2, en fait, il s'agit de faire une application numérique à l'aide de la calculatrice. Donc ici, la variable t suit la loi normale sans très réduite. On demande quelle est la valeur en fait de la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,5. Évidemment, je vais inhiber les réponses. J'attendrai les réponses du candidat pour ensuite les valider et montrer que c'est B et D les bonnes réponses. Et notamment ici notre fenêtre solution. Enfin, en tout cas, ici on précise uniquement les calculatrices qui sont nécessaires pour répondre à cet exercice. Enfin, dans cette dernière partie, je vais donc terminer la présentation du projet AB Skype par une navigation libre en musique dans les triptyques AB Skype, en vous montrant quelques échantillons de sujets pour un public qui va du collège à Bac+2. Alors pour le public de collège, j'ai choisi un échantillon de trigonométrie dans lequel seront rappelés le cercle trigonométrique, les fonctions trigonométriques, la présence du cercle trigonométrique et des propriétés du triangle rectangle. Ensuite, un échantillon qui concernera le public de lycée en première, avec un sujet de géométrie, le produit scalaire, où seront rappelées les différentes définitions, les applications les plus classiques comme Al-Kashi, le théorème de la médiane, la loi des sinus. Ensuite, un échantillon qui intéresse le niveau du public terminal SSTI en lycée, pour le domaine les unités et les grandeurs et dimensions en physique, donc avec un survol du système d'unité SI, des règles d'homogénéité, de la troisième loi de Kepler et un exercice d'application qui fait appel à la mécanique et à l'électricité. Ensuite, il y aura un échantillon qui intéresse le public de lycée de terminale S et ES, avec une étude de fonction, la fonction logarithme, dans lequel sera passé en revue le cours général sur la fonction logarithme, les propriétés, les rappels sur les dérivés, le traitement d'un sujet de bac. Donc ensuite, j'ai choisi un échantillon qui concerne plutôt les écoles d'ingénieurs, voire les licences 1 et 2, pour un sujet d'informatique en programmation, et notamment le langage C, dans lequel sera inventorié les adresses mémoire, les affectations, les pointeurs, le rappel de définition et de la syntaxe, ainsi que des exercices commentés et analysés. Enfin, le dernier échantillon intéressera plus particulièrement un public d'écoles de gestion et de BTS de gestion, avec dans le domaine finance un sujet évoqué sur les emprunts dans lequel on parcourra, lors de la validation connaissance de la théorie, des exemples avec les intérêts simples, le taux de rentabilité, le tableau d'amortissement d'un emprunt. Donc avant de lancer le début de cette navigation, je vous dis merci de votre attention, de votre soutien et des encouragements pour les plus fidèles d'entre vous. Je vous dis à chacun bon courage et à bientôt dans Skype pour nos futures séances de soutien scolaire à distance. Place à la navigation.